On est en train de connaître une situation qui n'est pas exceptionnelle parce que il y a eu les siècles des pestes avec des épidémies qui se reproduisaient tous les 3 ans et ce qui nous arrive a déjà existé. Ça servira de modèle de réflexion. Ça fait 2 générations qu'on a cru qu'on n'aurait pas ce problème à résoudre. Et bien voilà, on a ce problème à résoudre. Le virus est en train de changer la vie quotidienne depuis presque 1 an et ça va faire 1 an plus même à l'arrivée, quand le virus séchera et quand le vaccin le rendra inoffensif. Pour un enfant, c'est faramineux. Pour un enfant de quelques années, c'est 1/3, 1/5 de sa vie, c'est absolument énorme. Qu'est-ce que fait le virus au fur et à mesure que l'enfant grandit? Qu'est-ce que fait le virus quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas que le corps qui se développe dans l'utérus, l'appareil à penser, le cerveau, les émotions commencent déjà à fonctionner dans l'utérus. Si la mère est stressée par le virus, le bébé prendra sa part de stress. On sait que les substances du stress, schématiquement le cortisol, les catécholamines, passent la barrière placentaire et que le bébé déglutit du liquide amniotique tous les jours bourré de substances toxiques pour son cerveau. Et on voit maintenant, à l'arrivée, lorsqu'on fait des neuroimageries de bébés, de femmes enceintes stressées, on voit qu'il y a des altérations cognitives qui portent essentiellement sur les 2 lobes préfrontaux, le lobe de l'anticipation, le lobe de la mémoire et des émotions, le circuit limbique, et qui provoquent une hypertrophie des 2 amygdales rhinencéphaliques. Ces lésions sont faciles à voir au scanner de ville ou en neuroimagerie. Si j'arrête mon raisonnement là, vous allez être désespéré. Donc je vais continuer encore un peu pour dire qu'un bébé est facile à stresser, mais que le bouillonnement des neurones, le bouillonnement synaptique, la jonction entre les neurones est tellement intense, 2 à 300 000 synapses à la minute pendant les petites années, que oui, si le bébé est stressé par le stress de sa mère, si sa mère est sécurisée, le bébé va recommencer sa reconstruction en 1 nuit ou 2. Donc la conduite à tenir, c'est expliquer aux femmes enceintes, les protéger, et expliquer qu'elles doivent avoir autour d'elles un mari, une famille et une culture qui va leur permettre de les protéger pour qu'elles soient sécurisées, ce qui va sécuriser le bébé qu'elles portent et qui va donc se débrouiller. Quand le bébé arrive au monde, il n'est pratiquement pas porteur de virus. C'est-à-dire qu'il n'est pas dangereux comme certains enfants le croient et ça les angoisse quand ils entendent des récits autour d'eux qui leur disent tu vas tuer Pépé, tu vas tuer ta grand-mère. Ça terrifie beaucoup d'enfants. Donc c'est pas vrai en plus, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Mais si la niche sensorielle qui entoure le bébé, la mère bien sûr, et le père, beaucoup plus précoce que ce qu'on croyait, pour agir auprès de sa femme, ce qui la sécurise, et auprès du bébé, qui apprend à aimer 2 figures d'attachement associées et différenciées. Si la figure d'attachement sont comme des clones, ça ne sera pas une stimulation pour lui. S'il apprend un style affectif avec madame et un autre style affectif avec monsieur, alors là, ça va être intéressant, ça va être important, ça va le stimuler et ça va ouvrir son champ de conscience et il va progresser. Si les parents sont malheureux, s'il y a un malade, un mort, un accident, un deuil, l'enfant qui est arrivé au monde va prendre sa part de malheur et on voit que quand les parents sont malheureux, les bébés, les enfants portent en eux le malheur de leurs parents. Donc il est tout à fait important que les parents se sécurisent, s'organisent bien, au moins pendant les petites années, pour que la niche sensorielle de l'enfant soit stable, rythmée, maman, papa, jour, nuit. Pas toujours la même information. Il faut que la mère et le père soient associés et différenciés pour que l'enfant puisse continuer à se débrouiller et à extraire du milieu ce dont il aura besoin pour bien se développer. En France, s'il arrive à la maternelle, il a 3 ans. Et là, on lui demande de porter un masque. Les bébés, les enfants de 3 ans apprennent tout. Ils sont totipotents, ils peuvent tout apprendre. Donc il y a des cultures où les femmes sont voilées et les bébés apprennent à s'attacher à des mères voilées. Elles sont voilées dans la rue, elles ne sont pas voilées
à la maison et le bébé fait très facilement la différence. Et j'ai vu, quand j'ai travaillé au Proche-Orient, en Syrie, ou au Liban, ou dans beaucoup de pays du Proche-Orient, ou sur la bande de Gaza, les bébés reconnaissent leur mère voilée instantanément, ils ne se trompent jamais, parce qu'ils compensent par les yeux, ils compensent par la voix, ils compensent par les gestes. Il y a d'autres canaux de communication qui fait que même si les enfants sont un peu étonnés en Occident de voir leur mère qui n'était pas voilée, qui soudain arrive avec un voile, eh bien ça va les étonner, mais ça ne va pas les stresser. Et d'autant que le canal de communication principal, c'est les yeux. Le moindre mouvement des yeux, à 30 cm, la brillance des yeux, c'est ce qui accroche un enfant. Et à partir des yeux, le mamelon et les yeux, et à partir de ça, il va s'attacher à la partie supérieure de la bouche et à la bouche pour sourire, pour imiter. Mais si la bouche est voilée quelques heures par jour et dévoilée d'autres heures par jour, il va très bien faire la différence, il va apprendre très bien. À l'école, on porte une sorte de voile qu'on ne porte pas ou qu'on porte moins à la maison et ça ne va pas du tout le traumatiser. Ça peut pas le traumatiser, mais l'étonner s'il voit des compagnons de classe porter aussi des masques. Et là, il y aura un canal de communication important qui va être altéré, c'est la bouche, les mots, les sons, les cris, les sourires. Et là, ça va être un peu moins efficace. Mais ce que je disais tout à l'heure, je le reprends, la plasticité cérébrale des enfants est tellement incroyable que même s'ils sont troublés un peu, ça sera facile à réparer. Dès que le virus sera éteint et que les camarades de classe enlèveront le masque, et même avant, parce que souvent les enfants ont du mal à respecter le port du masque, et ils ont encore plus de mal à respecter les gestes barrières, parce qu'un enfant, ça touche tout, ça se touche, ça touche la porte à la main, ça porte à la bouche, ça explore avec la bouche, et on voit que malgré ça, ils ne sont pas malades physiquement, ils ne sont pas altérés psychologiquement. Lorsque les enfants un peu plus âgés n'ont pas pu aller à l'école au moment du premier confinement, ils ont été entourés par maman, papa à la maison avec une nouvelle relation, avec des parents qui n'étaient pas toujours très bien pédagogiques. Certains parents ont su se débrouiller, les femmes surtout, ont su faire fonction de pédagogue, les hommes s'y sont mis parfois aussi, mais ils ne sont pas plus efficaces que les professeurs des écoles qui sont formés pour ça. Et surtout, l'enfant à la maison n'avait pas le stimulus habituel, qui est la stimulation des copains, la stimulation de la maîtresse, l'étrangeté, l'émotion, le petit stress nécessaire à faciliter les apprentissages. Lorsque un enfant est engourdi par sa mère, eh ben, c'est une habituation en neurologie, c'est-à-dire qu'une information qui est toujours la même finit par ne plus être une information, et l'enfant peut passer des heures avec sa mère ou des heures devant l'écran et ne plus rien apprendre. Ces enfants, quand ils ont été autorisés à revenir à l'école, il y a eu un rebond d'attachement. Ils étaient tellement contents de voir les camarades de classe et de voir la maîtresse qu'il y a eu une grande gaieté, une stimulation intellectuelle extraordinaire qui fait que le petit retard qu'ils avaient acquis au contact de parents plus ou moins bons enseignants, ils ont rattrapé ce retard en quelques semaines, très rapidement. Donc pour les enfants, je pense qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'angoisse, d'autant qu'on sait que même les enfants aveugles de naissance reconnaissent leur mère. Ils reconnaissent leur mère à l'odeur, à la manipulation, au bruit des pas sur le sol. Il y a des compensations par d'autres canaux de communication. Donc les enfants qui ne sont pas aveugles de naissance feront le même processus de compensation et ils vont se débrouiller. Et même s'il y a une petite altération, même s'il y a un petit retard, même s'il y a un petit stress, ce n'est pas grave, ils vont rattraper ça très rapidement. En revanche, il y a les facteurs d'inégalité sociale qui existaient avant risquent d'être, eux, aggravés. C'est-à-dire que les enfants de parents qui ont un métier correct pour avoir un grand logement dans un quartier paisible,
ils vont avoir une niche sensorielle paisible et ils vont réagir comme je viens de le proposer. En revanche, les enfants de pauvres, leurs parents ont acquis un petit diplôme, donc ne peuvent payer qu'un petit loyer. Donc il va y avoir probablement une hyperdensité dans une pièce de 30 ou 40 mètres carrés, où le virus circule très bien, avec une impossibilité d'avoir des rythmes d'éveil et de repos, des rythmes de travail et de distraction. Et cette hyperdensité qu'on trouve chez les enfants de pauvres, ça peut les stresser, et ça peut laisser des traces plus durables. Mais lorsque les enfants vont à l'école, ces enfants-là peuvent aussi bénéficier de l'école et trouver à l'école le stimulus, la sécurisation qu'ils ne trouvent pas chez eux. Pour les enfants de pauvres, il peut y avoir une aggravation de l'inégalité sociale parce que maintenant, ce qui fait la hiérarchie dans la société, c'est plus le sang bleu, c'est moins le portefeuille de papa, c'est encore un peu, mais moins, c'est de plus en plus le diplôme. C'est-à-dire que ceux qui ont accès aux métiers parfois follement bien payés, c'est ceux qui ont des grands diplômes, et les autres, ils ont des métiers instables, mal payés, difficiles. Donc l'inégalité sociale qui existait avant risque d'être aggravée après le virus. Ce raisonnement que je viens de tenir pour le développement des enfants, la plupart du temps pas inquiétant, parfois avec un problème qu'on pourra résoudre si on propose à l'enfant une autre niche sécurisante, et si la mère surtout et le père acceptent de faire ce qu'il faut pour être sécurisé, c'est pas grave. En revanche, pour les adolescents, je ne vais pas tenir du tout le même raisonnement. C'est-à-dire un peu avant le bac, un peu après le bac. Là, c'est une période sensible de l'existence. C'est une période sensible sur le plan taille parce que, en quelques années, il n'y avait pas un très grand dimorphisme sexuel entre les petits garçons et les petites filles. À part le zizi, ils se ressemblent très bien et les filles ont une petite avance au point de vue neuropsychologique, ce qui explique en partie les bons résultats scolaires. Elles ont à 12 ans, 1 ou 2 ans d'avance sur les garçons. C'est faramineux sur le plan scolaire. Quand on voit la différence qu'il y a entre un enfant né en janvier et un autre enfant né en décembre qui sont dans la même année scolaire, il y a une différence de résultats faramineux. Or là, c'est 2 ans. Mais il n'y a pas de différence de taille. En revanche, à 16 ans, les filles font des pubertés de plus en plus précoces, bien avant les garçons, probablement sous l'effet de la bonne éducation et malheureusement sous l'effet des leurres endocriniens portés par les aliments et portés par les biberons et les matières plastiques. Et ces leurres endocriniens sont des leurres féminins. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait des injections d'hormones féminines à ces petites filles. Donc elles ont des pubertés parfois vers 8, 9, 10 ans. Donc ça les angoisse beaucoup parce qu'elles ne peuvent pas comprendre. Et on ne peut pas dire à une petite fille de 10 ans, 9 ans, « Ah c'est bien, maintenant tu peux être une maman ». On ne peut pas. Donc là, il y a un bénéfice scolaire et un maléfice anxieux parce que les petites filles, à ce moment-là, ont quelque chose d'étrange qui risque de développer leur angoisse. Mais l'angoisse peut être un bénéfice adaptatif parce que une petite angoisse les entraîne à mieux travailler à l'école. Qu'est-ce que va dire la maîtresse? Maman va pas être contente, alors que les garçons pensent que les choses importantes, c'est le football et la drague. C'est sûrement pas les résultats scolaires. Vers 14-15 ans, là, le dimorphisme sexuel devient marqué. Les filles prennent des hanches, des seins, et arrêtent de grandir à peu près 18 mois après l'apparition des règles, et les garçons, au contraire, grandissent, s'élargissent et continuent à grandir beaucoup après la puberté, qui est facile à voir chez les filles et plus difficile à voir chez les garçons, d'autant que les leurres endocriniens féminins accélèrent le développement des filles et retardent le développement des garçons, puisque c'est des leurres féminins. Donc on arrive au moment on va dire, la plaque tournante du bac. Les filles sont des jeunes femmes stables, équilibrées, anxieuses, juste ce qu'il faut pour programmer leur journée,
pour faire leur programme, pour plaire à la maîtresse, pour plaire à maman et à papa, alors que les garçons s'en foutent éperdument. Et puis les filles ont terminé leur fatigue de croissance, alors que les garçons sont en pleine fatigue de croissance. Donc alors que les filles planifient leur journée, les garçons, ou bien ils grimpent au mur, ou bien ils dorment 15 heures par jour. Et donc ça fait une inégalité de développement. À ce moment-là, le virus arrive. Les filles sont des jeunes femmes stables, de jeunes adultes. Elles s'adaptent, elles organisent leur journée, elles travaillent, et les garçons se désadaptent très rapidement. Ils se réfugient derrière les écrans, et actuellement ils sont écœurés par les écrans, alors qu'au début les écrans les ont aidés à supporter le confinement, et maintenant ils sont écœurés par les écrans. On vit dans une société où il y a des écrans. Avant, c'était les sociétés où le miroir est apparu, alors qu'il y avait des sociétés sans miroir. Et le miroir naturel, c'est les mimiques de l'autre. Et on sait maintenant qu'un cerveau ne fonctionne bien que s'il y a un autre cerveau. C'est-à-dire que chez nos enfants, les mimiques de l'un s'imprègnent dans l'autre et l'aident à se développer. Puis les miroirs sont arrivés, et là, il y a eu une véritable révolution, et on a vu que certains enfants se développaient mieux grâce au miroir, parce qu'ils avaient une image d'eux-mêmes qu'ils pouvaient explorer, et que ça a participé au bon développement, c'est ce qu'on appelle le stade du miroir en psychanalyse, et ça a participé au bon développement. Et là, on a un miroir étrange qui apparaît, qui est plutôt une lucarne, où on voit le monde à travers un écran. Je vais prendre le même raisonnement que tout à l'heure. Chez un enfant préverbal, c'est interdit. C'est une catastrophe. L'enfant est fasciné par l'écran, il regarde des images qui sautent, il ne comprend pas très bien, il entend des sonorités, il ne comprend pas que ce sont des mots, et l'enfant pourtant est fasciné, médusé. C'est donc beaucoup, malheureusement, certaines familles font garder ces bébés préverbaux, ils les font garder par des écrans parce qu'en effet, ça marche très bien. L'enfant est fasciné, médusé, vous savez, avec les serpents qui sortent de la bouche, des yeux, des oreilles. L'enfant est médusé par l'écran, il est sage, il n'a rien appris. Il n'a pas appris à décoder les mimiques faciales, il n'a pas appris à décoder les sourires, les encouragements, il n'a pas appris à décoder les interdits préverbaux. Un bébé préverbal comprend très bien, il s'arrête, il n'a pas appris ça. Il n'a pas appris les rituels d'interaction. Et ces enfants, gardés par les écrans, ont un retard de langage parfois très important. Quand ils vont rentrer à l'école à 2 ans, ils vont avoir un stock de 100 ou 200 mots. Rien. Alors que les enfants qui ont vu des visages, qui ont parlé avec des adultes qui parlaient entre eux, qui se sont disputés, qui ont rigolé entre enfants, ils ont appris tous ces rituels d'interaction, ces menaces, comment il faut faire faire une offrande alimentaire, un sourire, un bisou. Tous ces rituels d'interaction, les enfants sans écran les ont appris. Ils vont rentrer en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 mots. Et ils vont connaître les habiletés relationnelles, comment il faut parler à la maîtresse, comment il faut jouer avec un copain, comment il faut faire attention à celui qui crie et qui frappe. Ils ont appris à se socialiser déjà. Donc ça veut dire que mettre un enfant préverbal devant un écran, c'est une très grave agression contre cet enfant. En vieillissant, les écrans sont des lucarnes sur le monde. Alors à ce moment-là, on peut leur proposer l'écran à condition que l'écran soit suivi de bavardage. Un dessin animé, tu vois, Bambi, les contes pour enfants racontent des horreurs. Et raconter des horreurs, ça a une fonction éducative. Peau d'âne. Peau d'âne, c'est l'inceste. Petit Poucet. Beaucoup d'enfants ont l'angoisse de l'abandon. Le Petit Poucet raconte qu'effectivement, lui aussi avait l'angoisse de l'abandon, mais on peut toujours retrouver ses parents. Les contes qui sont tous des horreurs, hein, ce Barbe Bleue, c'est que des contes d'horreur. Ils ont une fonction éducative. Quand je travaille au Proche-Orient, devinez à quoi jouent les enfants? À la guerre. Et le fait de jouer à la guerre, ça a une fonction d'apprivoisement de l'angoisse, d'apprivoisement de la peur.
On s'entraîne. Alors tu serais le méchant, moi je serais gentil, tu serais l'infirmière, je serais blessé mais tu me sauverais. Et le fait de faire des petits scénarios comme ça, ils apprivoisent l'angoisse. Et ces contes d'horreur et ces jeux de guerre ont une fonction sécurisante. Lorsqu'on arrive à l'adolescence, alors là, il y a un autre piège qui réapparaît. Si l'écran sert à visiter le monde, merci l'écran, merci les documentaires, merci les films, merci les chansons. Les chansons sont des modes éducatifs des relations amoureuses. On ne peut pas courtiser une fille, un garçon, n'importe comment. Alors il faut lui dire, il y a des poésies, il y a des vers à dire, il y a des manières de parler, il y a des chagrins d'amour. Et tout ça, c'est énoncé par les chansons, tout ça, c'est énoncé par les films, par les écrans, par les romans. C'est tout à fait nécessaire, c'est respectable et c'est bien. On peut apprendre à vivre moralement. On ne peut pas tout se permettre. Si quand on est adolescent, si on a une pulsion, un désir sexuel, on ne peut pas tout se permettre. On ne peut pas l'exprimer n'importe comment. Donc on a des modèles de films, d'écrans, d'explications, de chansons, de poésie, qui nous racontent comment on peut exprimer son désir, s'exprimer sans agresser l'autre. Et ça, c'est un apprentissage culturel qui se fait grâce aux écrans. Merci les écrans. Mais lorsque l'écran, un adolescent, est fasciné par les écrans, s'il est anxieux, il a facilement tendance à se cacher derrière un écran, parce que être derrière un écran, c'est moins difficile qu'établir une relation humaine où il faut apprendre à sourire, à parler. Il y a beaucoup de choses à apprendre, alors que dans un écran, on se met sur son lit à plat ventre si on est adolescent ou dans un fauteuil, et voilà, et on se laisse pénétrer par l'écran. Les garçons se laissent piéger par les écrans plus que les filles. Certains garçons passent du plaisir de jouer, c'est un plaisir, c'est même, paraît-il, un grand plaisir, et ça peut passer s'ils sont anxieux, s'ils ont peur de la société, ou comme les Japonais, s'ils ont peur des femmes, ils sont mieux, ils sont soulagés par l'écran qui a un effet sécurisant, mais qui a un effet même tranquillisant. Or, on connaît l'excès des tranquillisants. Si on prend trop, parfois on est anxieux, ça peut arriver qu'on prenne un tranquillisant ou qu'on passe une heure devant un écran pour se calmer, mais si on ne fait que ça, eh bien, on connaît les excès de tranquillisants, on sait ce que ça donne, ça arrête la vie psychique, et ce n'est pas la vraie vie. Et là, il y a un phénomène très important chez les adolescents, surtout chez les garçons, qui se laissent piéger par les jeux vidéo plus que les filles. Parce que les filles investissent plusieurs domaines en même temps. Elles investissent l'école, elles investissent la meilleure amie, elles investissent les sorties, elles investissent les vêtements, elles investissent déjà les enfants, les bébés, elles investissent la maison. Et le fait d'avoir plusieurs investissements leur permet d'être moins prisonnières de l'écran. Elles se laissent moins quelques-unes se laissent faire prisonnières, mais beaucoup échappent à l'écran, alors que les garçons ont tendance à investir un sujet, le football, la drague ou les écrans. Et là, ils peuvent se rendre eux-mêmes prisonniers d'un écran, et parfois de manière très grave, rater les examens, ne même pas se présenter, arrêter de travailler et passer son temps à végéter devant un écran. Donc les écrans sont positifs pour les adultes, pour une communication stupéfiante, magique. Internet, c'est un outil magique, mais c'est une amélioration incroyable de la communication, ce n'est pas une relation. On constate que 30% des adolescents ont déjà décroché. Les filles comme les garçons. Les filles parce qu'elles ont besoin de prendre l'air de temps en temps, et le mode de socialisation des filles n'est pas le mode de socialisation des garçons. Les garçons se socialisent en bande, ils font les pitres, ils grimpent au mur, ils font des compétitions, ils rigolent, ils bousculent tout le monde. Les filles se socialisent paisiblement avec la meilleure amie. Elles papotent, elles se confient, elles s'expliquent, elles se donnent des conseils et elles se comportent comme de jeunes adultes, alors que les garçons se comportent comme des bandes de footballeurs qui courent dans la rue, qui courent à travers l'école, et le mode de socialisation est très différent. Or, les garçons, au moment du confinement, ne savent pas résoudre ce problème, et pourtant, un garçon sur 3 et une fille sur 3 sont actuellement décrocheurs, anxieux,
déstabilisés parce qu'ils n'ont pas leur mécanisme socialisant habituel. La socialisation d'une fille qui n'est pas la socialisation d'un garçon, et bien les deux en manquent. Dans une population générale, l'OMS, l'INSERM disent que 17% de la population générale est déprimée, ce qui est énorme. Dans la culture occidentale, c'est faramineux. Or, actuellement, chez les adolescents, c'est 30%. C'est encore plus faramineux. Quand le virus sera éteint, les petits-enfants vont avoir un rebond d'attachement en voyant les copains d'école et la maîtresse. Et les adolescents n'auront pas ce rebond d'attachement. Ils vont, probablement, un grand nombre d'entre eux resteront décrochés et qu'ils vont rater le virage de cette période sensible de l'adolescence. Pour l'instant, même si les filles réagissent aussi mal que les garçons, je pense que les filles se raccrocheront plus que les garçons. Mais ça, on le saura dans un an. Donc ça veut dire que cette période sensible est ratée à cause du virus. Il faudra travailler pour la rattraper, chez les garçons comme chez les filles. Il faudra travailler à rattraper. Et probablement, il faudra reprendre lentement la scolarité après les études. Donc il faudra faire des réformes de l'école. Actuellement, Blanquer est en train d'organiser, avec l'aide de votre serviteur, il est en train d'organiser le Grenelle de l'éducation où on va proposer la reprise lente du développement. Ça permettra de réapprendre à vivre et de limiter le décrochage, comme on l'a vu dans les pays d'Europe du Nord, où la lenteur permet aux enfants d'accrocher et d'améliorer leurs résultats scolaires. L'école, dans les pays asiatiques, est une forme de maltraitance, où les enfants travaillent à l'école le jour, ils ont une deuxième école la nuit. Les enfants de riches ont des salles à manger confortables, les enfants de pauvres ont une deuxième école dans des cafés bruyants ou dans des caves. Donc, il y a une minorité d'enfants qui font des performances scolaires stupéfiantes et une majorité d'enfants qui cassent, les garçons surtout, avec un phénomène inouï que les Japonais appellent le hikikomori. J'en ai vu pas mal, où les garçons ont peur de la vie, peur des femmes, peur de la sexualité, et ils restent isolés dans des chambres, tirent les rideaux avec des cassettes. Donc, mais là encore, il y a des moyens de prévention, c'est la resocialisation lente, sportive, musicale et bien sûr scolaire. Un enfant sans affectivité n'apprend rien. Même pour manger, un enfant mange si pour quelqu'un. Et s'il n'y a pas quelqu'un autour de lui, il cesse de manger, et ça décrit l'hospitalisme qu'on constate pendant les périodes de guerre où des enfants sains meurent alors qu'on leur donne à manger et à boire, mais ayant perdu leurs parents, ils n'ont plus quelqu'un pour qui manger, ils ne mangent plus. Et ce phénomène s'est répété récemment dans les EHPAD, où les gens âgés n'ont pas besoin de beaucoup de signaux affectifs. Ils ont besoin d'un coup de téléphone, une fleur, un petit cadeau, un petit signe de temps en temps. Et pour eux, ce n'est pas de temps en temps. Ils y repensent. Elle m'a téléphoné il y a 2 jours, elle va bien, elle va me retéléphoner dans 2 jours, il va venir avec un bouquet de fleurs, je ne sais pas où mettre les fleurs, mais c'est gentil. Ils y repensent. Donc ce n'est pas de temps en temps pour eux. Si ce minuscule signal affectif est arrêté par le virus, comme ça s'est passé, les personnes âgées cessent de manger et de boire. Et on dit, ils sont morts de déshydratation. C'est faux. Ils sont morts de carence affective, comme les enfants, comme les bébés. C'est-à-dire qu'alors l'affectivité est vitale. Sans affectivité, un cerveau seul ne fonctionne pas, un être humain seul ne fonctionne pas. Donc l'affectivité, c'est ce qui nous invite à sortir de nous-mêmes pour rencontrer l'autre. Et là, on peut commencer à se développer. Et une fois qu'on parle, et une fois qu'on s'est développé, ce qui fait le lien, ce qui fait la rencontre, et surtout ce qui donne sens au malheur qui nous est arrivé, c'est la culture. C'est les gens de théâtre, les romanciers, les cinéastes, les psychologues, les philosophes, c'est tous les gens qui fabriquent de la culture, qui fabriquent des mots, c'est eux qui vont donner sens à ce qui nous est arrivé. Et c'est important de donner sens à ce qui nous arrive,
parce que le sens qu'on attribue aux choses, aux événements, modifie la manière dont on les ressent. Si un effort a un sens, on le fait. Si un effort n'a pas de sens, ce n'est que de la fatigue. Alors, le confinement, nécessaire pour freiner le développement, le transport du virus, pose en effet un problème sur la représentation du temps. Parce qu'il n'y a pas de perception du temps. On ne peut percevoir le temps que s'il y a une durée. S'il y a deux sensations du temps, là, on a une représentation du temps. Or, il y a des expériences qu'on ne fait plus maintenant, mais qui ont été faites. C'est dans les souterrains, les gens qui vont dans les souterrains, qui vivent et qui perdent dans les grottes et qui perdent la notion du jour, la perception du jour et de la nuit, ils se décalent, ils se désynchronisent complètement. Et ils ont une autre représentation du temps. Ils ne savent plus si c'est le jour, la nuit ou le matin. Mais même là, alors maintenant, il y a les cosmonautes. Les cosmonautes aussi ont une perception du temps étonnamment différente, puisqu'ils n'ont plus la même synchronisation, et on voit à quel point l'écologie joue un rôle important sur la manière dont on sent le monde, et sur la manière dont on se comporte dans le monde. L'écologie, ce n'est pas seulement l'oxygène ou la pollution, c'est aussi la structure du cerveau, et la structure des perceptions, et la structure du corps, et la manière de vivre. Or, tout à l'heure, je parlais d'inégalités sociales aggravées par le virus, et à l'occasion du confinement, on voit que ceux qui, avant le virus, avaient acquis des facteurs de protection, bon accès à la parole, réseau amical, famille stable, salaire correct, donc appartement correct, ceux-là ont éprouvé le temps du virus comme un repos ou même comme une vacance. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disent qu'ils se sont remis à la guitare, qu'ils ont relu Proust. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'ils ont retrouvé un sommeil paisible alors qu'avant ils étaient toujours au sprint, dormant 4 heures par nuit. Et là, ils sont étonnés de redevenir paisibles. À l'opposé, ceux qui, avant le virus, avaient acquis des facteurs de vulnérabilité, mauvaise maîtrise de la parole, famille dysfonctionnelle, réseau amical modéré, petit métier mal payé, instable, donc petit logement, ceux-là vont connaître un espace, une écologie de surdensité, avec trop de monde, avec trop de stress, avec trop de bruit, la nuit, le matin, sans arrêt, avec l'incapacité de se reposer. Et ceux-là vont avoir une dyschronie, c'est-à-dire qu'ils vont, le temps va être brisé pour eux. Ils ne sauront pas, ils vont être épuisés physiquement, parce que le sommeil est un grand moment de récupération, et bien eux, ils ne vont pas récupérer. Eux, ils vont se réveiller fatigués, avec des troubles de la mémoire, et surtout exaspérés. Et ils vont eux auront l'impression que le temps a perdu sa cadence, il a perdu son rythme, ils ne sauront plus quand est le jour, quand est la nuit, quand il faut se reposer, quand il faut s'activer, parce que tout aura été brisé, désynchronisé, pas tellement par le virus, mais par l'hyperdensité sociale due à une difficulté de développement avant le virus. Donc le virus permet de se rendre compte à quel point l'écologie nous structure beaucoup plus que ce qu'on croyait, et à quel point même les inégalités sociales sont dépendantes d'un développement, de la sécurité affective et de l'école qui est aujourd'hui devenue notre principal organisateur social, alors qu'avant les classes sociales étaient organisées soit par l'argent des aristocrates, qui était de l'argent racketté, volé au peuple, parce que les aristocrates recueillaient beaucoup d'argent, mais il n'y a rien qui retournait au peuple. Ils faisaient des châteaux merveilleux, ils sponsorisaient des peintres et des musiciens, et c'est nous qui profitons de l'argent du racket des aristocrates sur le peuple du 14e, 17e, 18e siècle. C'est nous qui en profitons de ce racket. Donc ça veut dire que les raisonnements ne sont plus une cause provoque un effet. Ça, c'est Descartes qui nous a fait le coup.
et qui nous a fait croire qu'il fallait tenir des raisonnements linéaires. On voit maintenant que c'est des raisonnements, pour comprendre ce qui nous arrive, il faut s'entraîner au raisonnement écosystémique. La variation du milieu organise différemment la manière dont on se développe, qui organise différemment la manière dont on voit le monde, qui structure notre affectivité, qui fait que certains enfants apprennent bien la parole et les interactions, les rituels d'interaction, alors que d'autres enfants se désocialisent. Et on voit en effet qu'actuellement, il y a des quartiers d'incivilité qui sont probablement à coup sûr dus à des troubles du développement précoce dans des espaces de surdensité et avec des mécanismes régulateurs qui n'ont pas fonctionné. Ça ne vaut pas la peine. Mais si ça a un sens, ça vaut la peine. L'affectivité et la culture sont sûrement les deux mots-clés qui vont nous permettre de se remettre à vivre quand le virus sera mort. Le Covid vient de nous poser un problème éthique, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand il y avait des virus, eh bien, on laissait mourir les gens. La mort n'était pas importante, jusqu'à la découverte de Semmelweis, la prophylaxie de l'accouchement, 1861, les femmes mouraient en moyenne à 36 ans, après 13 grossesses et un peu moins de 4 enfants qui arrivaient à l'âge adulte. Eh bien, on laissait faire, on laissait mourir. On laissait mourir les femmes, on disait c'est la nature. C'était pas la nature, c'était des mauvaises conditions d'accouchement. Un bébé sur deux jusqu'à la fin du XIXe siècle mourait dans la première année. Et on disait, ils sont fragiles, ils meurent, c'est comme ça, un bébé c'est fragile. Eh bien non, ce n'était pas la nature non plus, c'était les conditions d'éducation de la première année qui étaient tellement catastrophiques qu'un bébé sur deux mourait dans la première année. On emmenait les bébés à dos d'âne dans des sacoches chez des nourrices qui gagnaient leur vie en s'occupant de quelques enfants dans le Morvan ou en Bretagne. Et le lanier qui emmenait ces 5, 6, 8 enfants dans des capsules à flanc d'âne, eh bien, un enfant sur deux mourait pendant le transport. Et on disait, voilà, c'est la nature. Eh bien, ce n'était pas la nature. Et on a maintenant, quand il y a eu les épidémies de peste, les plus célèbres, c'est 1348, la route de la soie. L'épidémie part de Marseille pour gagner un peu d'argent. Les soyeux débarquent les ballots de soie alors qu'ils auraient dû être en quarantaine pour gagner un peu d'argent à la foire de Beaucaire, à la foire des tissus. Eh bien, ils transportent en même temps la soie et dedans le bacille de la peste. 2 ans après, un Européen sur 2 est mort. Et après les épidémies, eh bien, il y a une nouvelle culture qui est apparue parce qu'il y avait tellement de morts que le servage a disparu. Il a fallu courtiser les paysans, les préserver pour qu'ils se remettent à cultiver pour que tout le monde ne meure pas de faim. Les paysans qui n'avaient pas de valeur avant l'épidémie, c'était les serfs qui étaient vendus avec la terre. Après l'épidémie, c'était des hommes importants. Il fallait absolument qu'ils cultivent pour qu'on ne meure pas de faim. Autre épidémie de peste, à 1720, à Marseille et à Nice. À Nice, Nice n'est pas française, le duc de Savoie envoie l'armée, fait un cordon et l'armée tire sur les Niçois qui cherchent à fuir le foyer. Même résultat, à Marseille, il y a une hécatombe effrayante, il y a des archives, il y a des tableaux, il y a des dessins qui montrent que c'était absolument un massacre effrayant. Et là encore, à Avignon, les Avignonnais construisent un mur pour empêcher les Marseillais de venir leur apporter la peste. Et on laissait mourir les gens, c'était la vie, c'était comme ça. Or là, pour la première fois dans l'histoire humaine, on ruine tous les pays du monde pour retarder la mort. On estime pour la première fois dans l'histoire humaine que la vie est plus importante que l'argent. En 14-18, la plupart des soldats, c'était des adolescents. La majorité avait lieu à cette époque-là à 21 ans. Le 1,5 million de soldats qui sont morts dans les tranchées, la plupart n'avaient pas le droit de vote. C'était des adolescents.
Les 3-4 millions qui sont rentrés gazés ou avec la gueule cassée, c'était les adolescents. Toute leur vie a été foutue, perdue. Donc, eh ben, on disait, ben voilà, c'est la guerre, c'est comme ça. Et là, pour la première fois, on préfère ruiner tous les pays du monde que de dire, ben voilà, ils vont mourir, et quand le virus s'éteindra, on recommencera, on n'aura pas perdu beaucoup d'argent, et on recommencera à fabriquer de l'argent, de la monnaie, de l'économie. Et là, on a choisi une stratégie éthique pour retarder la mort des gens âgés. On ruine les pays, alors qu'ils vont gagner seulement quelques années de vie. Mais le raisonnement que je viens de tenir n'est pas bon, parce que les gens âgés, le virus d'abord tue les gens âgés, les hommes âgés surtout. Aujourd'hui, quelques mois après, il commence à tuer les femmes moins âgées, et si on le laisse se développer, il va tuer, comme en 1348, comme en 1720, comme l'encéphalite épidémique de 1918, où là, il y a eu 30 à 50 millions de morts. Donc, si on laisse faire le virus, il va tuer énormément de monde. Et quand on dit que le virus, c'est la nature, c'est faux. Le virus, c'est rien sur le plan biologique. C'est 15 gènes qui composent un segment d'acide ribonucléique, enveloppé par une capsule de lipides qui rentre dans le cerveau, le fait exploser. Celui-là rentre dans les poumons, il le fait exploser. Donc le point de vue biologique, c'est rien. Tout le reste est un problème de civilisation. Pourquoi est-ce qu'on consomme tant ? Pour consommer tant, il faut qu'on fasse des élevages énormes, il faut que tous les végétaux soient consacrés aux animaux qu'on va manger, il faut qu'on prenne des avions pour aller circuler, partir en vacances, donc pour transporter le virus, et donc on voit que ce problème du virus est en fait un minuscule problème biologique et pratiquement essentiellement un problème de civilisation. Qu'est-ce qu'on va faire quand le virus sera éteint ? Est-ce qu'on va recommencer à faire d'énormes élevages, à faire à des avions 2 fois le tour de la Terre pour qu'un beefsteak arrive chez un boucher parisien ? Est-ce qu'on va recommencer la consommation inutile ou est-ce qu'on va changer de mode de consommation ? Est-ce qu'on va continuer à passer des week-ends en Thaïlande ou est-ce qu'on va redécouvrir la maison de grand-mère ? Donc je pense est-ce qu'on va découvrir, et surtout le fait de préserver la vie, de quelques années de vie des gens âgés, c'est profondément éthique. Parce qu'il y a une époque que j'ai connue où on avait la notion de vie sans valeur. Et dans ce cas-là, on laissait mourir des gens âgés qui n'étaient plus rentables et qui ne faisaient plus de spectacle, et on les laissait mourir. C'était des vies sans valeur. Or, le nazisme et le communisme ont très bien développé cette notion de vie sans valeur. D'abord, c'est les vieux, ensuite, c'est les débiles mentaux, et ensuite, c'est ceux qui troublent l'ordre public. Et on voit que ce problème-là, ce n'est pas seulement un problème de lutter contre la mort, c'est un problème d'organiser une nouvelle manière de vivre ensemble. Et quand le virus sera éteint, il va y avoir des débats philosophiques et techniques et des débats culturels absolument passionnants et probablement passionnés.